plus récemment autour de sujets IA, notamment tout ce qui est prédiction de churn, hein, plutôt côté sales and marketing. Pour le coup, je suis basé à Lyon. Et du coup, je suis déjà pas mal intervenu dans le secteur de la pharma, dans le secteur de la chimie également. Voilà. Et pour info, donc on vous présentera des retours d'expérience qui ne sont pas forcément tous, hein, il y en aura sur 3, il y en aura 2 qui sont, je dirais, dans la pharma / chimie, un autre qui est moins teinté sur ce sujet-là, mais qui nous paraissait intéressant à vous partager. Et puis, Hélène, du coup, je te laisse la main pour te présenter à ton tour. Merci Yann. Donc, bonjour à tous, moi c'est Ilem Adjabdelkader. Je suis consultante senior chez Wavestone. J'ai un background plutôt architecture data et IoT. Et là, je travaille comme Yann au sein de la practice industrielle depuis 4-5 ans maintenant. Et donc, merci pour l'invitation au webinaire. Yann, je te laisse peut-être. Ouais, je vais alors juste vous dire quelques mots sur Wavestone. Je vais faire très bref avant qu'on passe au retour d'expérience parce que vous ne nous connaissez pas forcément, donc c'est toujours intéressant de nous resituer dans le paysage. Donc Wavestone, on est un cabinet de conseil indépendant, on ne fait pas d'intégration. On a un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros, 3500 collaborateurs et 12 bureaux dans 8 pays, avec un bureau principal à Paris et avec une stratégie de développement à l'international plutôt orientée autour des pays anglo-saxons. J'ai une présence assez forte aux US et en Angleterre, qui a vocation à s'étoffer davantage dans le futur. Voilà, donc ça c'est très rapide. Et après, du coup, on vous parle de data aujourd'hui, qui est incarné, je dirais, par Ilham et moi, mais on n'est évidemment pas les seuls sachants data au sein de Wavestone, puisque du coup, pour rappel, un Wavestone, c'est finalement la résultante du mariage entre Kurt Salmon, qui faisait plutôt du conseil métier, et Solucom, qui faisait plutôt du conseil tech. Et du coup, ça tombe bien parce que la data, elle est un peu au milieu de tout ça. Finalement, c'est dur de faire de la data que côté tech ou que côté métier. C'est souvent un peu entre les deux. Et donc, on fait beaucoup de data chez Wavestone. L'année dernière, on a fait 300 projets. On a plus de 200 consultants qui sont experts en data. Et du coup, ce qui nous amène également à faire des publications régulières sur des sujets data, que ce soit autour de sujets de gouvernance, de MDM ou d'intelligence artificielle. Donc voilà, je ne m'élargis pas plus, je ne m'étends pas plus sur Wavestone, c'était juste pour que vous puissiez nous situer. On Donc, partagera votre présentation à tous les participants pour qu'ils puissent aussi ça marche. voir tout ça. Merci Sacha. Du coup, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est 3 retours d'expérience et finalement une dernière problématique. Avec Ilham, on a choisi la métaphore finalement de la fleur ou du fruit qui pousse. En plus, bon, c'est un peu de saison. Pour ceux d'entre vous qui ont un potager, ça commence à donner. Mais en gros, la métaphore est intéressante puisque du coup, sur les sujets data, il y a c'est quoi les bons sujets? En fait, potentiellement, il y en a quand même beaucoup. Des sujets data, c'est quand même très, très vaste. Et donc, quels sont les sujets à mener? Comment les sélectionner? Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est comment finalement on développe un tronc ou une tige solide. Et ça, pour le coup, ça prend du temps. On le verra notamment autour de sujets du master data. Et puis, troisième point, comment valoriser les fruits, donc comment être au plus près des cas d'usage. Donc ça, c'est les 3 retours d'expérience qu'on va essayer de développer. Et puis tout ça repose notamment, évidemment, sur la question de est-ce que le terrain est fertile avec l'acculturation du top management et du middle management au sujet de la data. Donc, on évoquera également ce sujet rapidement. Voilà, donc en tout cas, on va présenter les retours d'expérience. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser au fil de l'eau. Ce sera plus interactif que si vous les gardez sous le coude jusqu'au bout. Voilà, et donc sans transition, donc, je vais vous présenter le premier retour d'expérience. Et donc c'est celui en effet qu'on n'a pas fait dans la chimie, puisque là du coup, notre client était un distributeur B2B, donc un distributeur qui vend
des équipements de protection individuelle, des pompes, de l'outillage, des roulements à billes, etc. Souvent à destination d'usines, d'accord, ça permet d'avoir un fournisseur quelque part qui concentre un maximum de produits à vendre à une usine, donc qui peut avoir un seul distributeur ou un seul fournisseur pour pas mal de produits un peu différents, des commodités. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un footprint, là on a représenté la map monde qui est plutôt européen pour le coup. Et ce qui est important dans notre contexte, c'est que c'était une organisation qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a globalement un PNL par pays avec extrêmement peu de processus communs d'un pays à un autre. Donc il y a une holding mondiale, mais globalement c'est plus une holding que vraiment un groupe avec des process communs, et surtout qui est très siloté en termes d'outils. Je dis parce que c'est très important dans notre contexte. Rien qu'en Europe, alors que je crois qu'il devait y avoir une dizaine de pays, ils étaient présents dans une dizaine de pays, il y avait 45 ERP qui étaient le fruit des acquisitions dans le temps, et 45 ERP qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ça, c'était quand même un point un peu délicat dans la data, sachant que leur problématique à eux, c'était de se dire, malgré le fait qu'on soit relativement siloté, relativement décentralisé, ce qu'on voudrait, c'est être plus data-driven et notamment améliorer notre compétitivité via la data. Donc, ils avaient décliné et on a travaillé avec eux pour se dire qu'est-ce que ça veut dire être data-driven dans leur contexte. Donc, sur l'aspect des ventes, ce qu'ils voulaient, c'était optimiser et améliorer la marge de 0,5 à 1 point en ajustant les prix. Donc, il y avait 3 options, hein, intelligence artificielle en particulier pour tout ce qui était prix spot, et puis une meilleure tenue des contrats cadres sinon. Donc ça, c'était le premier élément. Ensuite, ils voulaient aussi avoir une meilleure vision 360 degrés de leurs clients, pipe, contact, etc. Donc ça, je dirais que c'est assez classique et je pense que c'est aussi relativement transposable à n'importe quel secteur, y compris celui de la chimie. Améliorer la relation client, bon là encore c'est assez classique. Et le dernier point qui pour le coup est très data-oriented, c'était finalement d'équiper et d'augmenter les forces de vente avec des outils d'aide à la décision beaucoup plus orientés data. Alors, pour le coup, dans leur secteur, souvent les vendeurs, c'est des bons vendeurs, mais c'est plutôt des vendeurs au feeling, c'est plutôt des vendeurs à l'expérience, je dirais, pas méga data-driven. Et l'idée, c'était de les équiper, notamment avec de l'IA. Je vous donne un exemple. Il y avait un sujet qui était de dire on pourrait probablement réduire le churn, donc avoir une meilleure rétention de nos clients. Mais pour ça, du coup, comment on fait? Parce qu'en fait, c'est assez dur. Les commerciaux ont du mal à le prédire. Et donc, l'idée, c'était qu'on puisse leur mettre à disposition finalement la liste des clients de chaque commercial dans son portfolio qui était à risque de churn parce qu'on leur avait vendu un produit relativement cher puis qu'ils avaient pu commander ensuite, parce qu'un concurrent s'est implanté, etc. De manière à pouvoir mettre en place un plan d'action ensuite, que ce soit un call, que ce soit une visite, que ce soit une promotion. Voilà, donc c'était ce type de sujet qu'on a adressé avec eux. Et après, on a essayé de se dire, OK, donc ça, c'est les enjeux. Maintenant, quelles sont les données qui sont sous-jacentes à tout ça? Donc pour les ventes, il y avait évidemment le pricing, il y avait les données de vente, il y avait tout ce qui était enrichissement e-business, les données du CRM, bien sûr, donc les données du client, mais aussi les comptes rendus des visites. Par exemple, tous les événements de façon large, les invitations qu'on peut faire à des clients sur des événements en particulier, et évidemment la donnée cliente et le référentiel client en lui-même. Et puis il y avait évidemment le produit également, qui lui, globalement, était un sous-jacent à peu près tout. Puis on a fait l'exercice sur les autres domaines. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, mais je peux vous dire notamment un mot intéressant sur la partie supply chain, puisque finalement, ils avaient un gros sujet de BFR stock, au sens où finalement, si vous étiez en rupture de stock d'un produit en Allemagne, théoriquement, ils allaient réapprovisionner un entrepôt si c'était dans le plan de stock, plutôt que de pouvoir interroger un entrepôt français qui potentiellement en aurait et qui, pour le coup, pourrait approvisionner le client en Allemagne. Donc l'objectif, c'était principalement ça, optimiser les stocks transferts d'un pays à un autre. Et donc là, il y avait évidemment toute la question des stocks et évidemment des produits qu'on devait pouvoir reconnaître d'un pays à un autre. Donc,
globalement, notre démarche, ça a été celle-là. Alors, pour déjà faire ça, on a travaillé du coup avec une bonne partie de la direction générale, donc le directeur général lui-même, on a travaillé avec le directeur des ventes, le directeur du marketing, les transformation officers qui étaient dans chaque pays, pour le coup, en essayant du coup de se dire, bon, bah, voilà les business takes, ça c'est les vôtres. Maintenant, quelles données sous-jacentes on doit mettre sous contrôle et comment le faire en priorisant. Euh, donc, on a identifié les données clés finalement qui étaient en écart par rapport à ces enjeux-là. Et sans grande surprise, le produit était la donnée probablement la plus en écart. Le produit et le pricing également. Il y avait aussi un peu de customer. Alors, si je détaille hein, sur vraiment la vision donnée, donc sur le produit, la difficulté, c'est que en gros, il n'y avait pas trop de langage commun d'un pays à un autre. Donc, nous, ce qu'on a préconisé, c'est de mettre en place un MDM finalement qui venait asservir les 45 ERP. Et ils avaient déjà un MDM, donc ça leur permettait finalement d'étendre le MDM de ceux qui l'utilisaient déjà à toutes les autres entités avec une trentaine d'informations dedans pour avoir un langage commun au niveau du produit. Donc, ce qui nécessite aussi de définitions communes, hein, du coup, au niveau des attributs. Il y avait également un sujet autour de la gouvernance, justement, de la donnée produit, parce qu'aujourd'hui, l'existant est texté gouverné uniquement au niveau de chaque pays. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a finalement défini, c'était de se dire qu'il y avait probablement des produits qui étaient à gérer à la maille européenne par une équipe de catégorie manager basée au siège et qui finalement gérerait tous les produits achetés selon un contrat cadre européen. Voilà, ils avaient des gros fournisseurs comme Stanley, comme Facom, qui étaient des fournisseurs avec lesquels ils avaient un contrat cadre européen. Et l'idée, c'était de pouvoir gérer ces produits-là, du coup, en centrale, et puis d'avoir une forme d'escalade. C'est-à-dire, je les renseigne en centrale avec les données qui sont en anglais et communes pour l'ensemble des pays. Et maintenant, je donne la main à chacun des pays, la France, le UK, l'Allemagne, qui vont commercialiser ces produits pour continuer l'enrichissement dans vos propres pays selon vos informations. Ça, c'était sur le produit. L'autre point sur les clients, typiquement, il y avait pas. Alors là, pour le coup, c'était plus léger, mais ils souhaitaient à minima harmoniser deux choses. C'était la hiérarchie des clients. La hiérarchie des clients et l'harmoniser sur l'ensemble du groupe. Donc là, ils souhaitaient ajouter un champ dans l'ensemble des ERP. Il n'était pas question d'MDM pour rajouter la hiérarchie, une hiérarchie commune des clients. Et puis, ajouter un nouveau champ de segmentation client qui, là encore, était commun et qui avait des visées à optimiser le marketing derrière. Donc ça, je dirais que ça, c'est comme ça après qu'on a construit avec eux la roadmap, hein, le produit d'abord, puis le client en mode plus quick wins. Donc ça, c'était sur l'aspect données. Et puis après, il y avait plutôt les sujets justement autour des commerciaux, et je vous parlais tout à l'heure du churn, de comment on équipe des commerciaux. Donc là, dans la feuille de route, il y avait aussi des sujets de dire, OK, on va réinjecter les données de scoring ou de risque de churn des différents clients. Donc, on va les réinjecter dans le CRM. Comment ensuite on équipe les commerciaux, quel plan d'action ils mettent en œuvre et comment on suit ça. Là, on avait un système d'escalade qui consistait finalement à identifier le top 20 des clients que chaque commercial pour lequel il devait mettre en place une action, que ce soit une visite ou autre. Et puis, du coup, il y avait un système d'escalade qui faisait que son N+1 avait ça en visibilité et était lui-même finalement objectivé sur la réalisation de ces plans d'action. Et puis, du coup, au-delà de tout ça, il y avait également un sujet du coup plutôt tech. Donc, on a parlé tout à l'heure de la solution MDM. Bon, là, c'était une solution MDM maison qu'il fallait étendre les concernant. Il y avait également un sujet plutôt de BI, puisqu'ils avaient une BI plutôt silotée ou en tout cas pas complètement harmonisée. Donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir une BI en aval qui était complète et qui récupérait l'ensemble des données du périmètre européen exprimées dans un langage du coup commun. Pour du coup pouvoir faire des tableaux de bord, notamment de vente ou d'achat à l'échelle de l'ensemble du périmètre géographique. Donc voilà en point clé la roadmap. Alors la mission, on l'a faite en 1 mois. Donc là, c'était vraiment flash avec la direction générale, les transformation officers. Donc comme ça devait être très court, on n'a pas énormément élargi le périmètre d'intervenants. On a été vraiment pour le coup facteur clé de succès tiré par les enjeux
du métier avec une implication très forte du coup du top management, ce qui a permis d'aller quand même assez vite. Dans la roadmap, on a bien séquencé les chantiers en commençant, en mixant à la fois des sujets socles comme la gouvernance du référentiel produit et des sujets plus quick wins comme rajouter une segmentation client dans les différents ERP et la renseigner. Donc ça, voilà, ça c'est les 2 points clés. Et le dernier point, c'était que du coup, on avait nous une démarche sur étagère, donc ce qui a permis aussi de gagner du temps et de pouvoir le faire pour le coup en amont. Qu'est-ce que ça veut Donc, dire démarche sur étagère? une démarche sur étagère, là, au sens où nous, c'est des missions qu'on avait déjà faites, donc les enjeux, on les avait à peu près sur étagère par rapport à ce type de business. Le lien avec les données également. Et par ailleurs, on connaissait aussi l'entreprise, qu'on était déjà intervenu chez eux. Donc, en gros, on avait quelques accélérateurs qui nous ont permis d'aller relativement vite, et de pouvoir faire la mission en amont. Merci. Et par ailleurs, il y avait aussi sur étagère toute l'animation d'atelier. On a fait pas mal de design thinking, etc. Puisque toute l'idée, finalement, ce qui n'était pas évident, c'est que, évidemment, entre un directeur marketing, un directeur sales, un directeur supply chain, un directeur procurement, personne n'a forcément la même vision du monde. Et du coup, c'était compliqué d'aller les aligner en faisant juste des interviews. Donc, on a fait évidemment des interviews. Mais il fallait aussi qu'il y ait une convergence. Évidemment, vu la position de ces personnes-là, ils ne pouvaient pas nous accorder des demi-journées d'ateliers complètes. Donc, on faisait des ateliers vraiment flash où ça nous arrivait de faire dans la même journée 2 ateliers de 3/4 d'heure ou d'1 heure en mode design thinking avec des questionnaires à faire en ligne, des post-it, etc. pour qu'il y ait convergence sur les sujets, notamment du produit. Et là où on a eu peut-être une des plus belles convergences, c'est que du coup, on s'est dit, ça c'est très bien, on a un plan de transformation. Maintenant, il y a un sujet de comment on gouverne ce plan de transformation. Donc, on a ensemble défini un directeur de programme, mais aussi on s'est dit qu'il y avait besoin d'avoir une courroie de transmission dans les pays, avec la mise en place d'un data champion qui serait une sorte de, je dirais, responsable de projet au sein des pays, à cheval entre le projet et le run, c'est-à-dire que ça pouvait très bien être des personnes qui géraient les data stewards dans les pays et qui en plus avaient une casquette projet. Donc ça, on l'a fait atterrir, on l'a fait valider par la direction générale et aujourd'hui, ils déroulent plutôt très bien leur roadmap, en particulier grâce à ça, grâce à cette courroie de transmission qu'on a mis en place dans chacun des pays. Voilà, donc ça c'était le premier sujet sur quelles sont les bonnes graines à planter. Et donc en l'occurrence, là, des champs des possibles, il y en avait beaucoup. On a fini par identifier 4-5 sujets à mettre dans leur roadmap. Bon, une fois qu'on a du coup sélectionné les bons sujets, la question c'est qu'il faut ensuite les faire. Donc ça, c'est le retour d'expérience suivant. Donc, avant le passage au second retour Oui. d'expérience, est-ce que certaines et certains d'entre vous ont des questions qu'on ne les garde pas, voilà, sur... Yann l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important parce que il y a quand même, on a quand même des sujets très denses et on peut facilement s'y perdre si on répond à des questions du premier cas au bout du second ou du troisième. Donc voilà, je laisse un petit temps si vous avez des questions ou des précisions à demander, c'est le moment. N'hésitez pas. Non, bon, bah, très bien, bah, on passe. Je vous laisse la main. Du coup, au retour d'expérience suivant. Voilà, super. Donc là, le contexte, c'est la mise en place d'un référentiel produit chez un industriel pharmaceutique dans le cadre du passage sous S/4HANA. Donc le point de départ, c'est qu'ils étaient équipés de SAP ECC6, comme probablement un certain nombre d'entre vous autour de la table ou du call. La problématique qu'ils avaient, bon, déjà, ils devaient migrer comme tout le monde parce que ECC6 pardon, ne sera pas maintenu éternellement et je crois qu'il sera plus maintenu à partir de 2025. Donc ça, c'est le premier élément. Mais au-delà de ça, ils ont décidé de ne pas en faire uniquement une migration technique, ce qui est quand même plutôt la bonne approche vu le coup que ça représente, en se disant qu'on va en profiter pour harmoniser les processus, tous leurs processus industriels, sachant que jusque-là, ils avaient ECC6 certes, mais avec une instance globalement par pays, voire par usine.
donc avec des SAP évidemment qui se ressemblaient d'une usine à une autre, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes, et c'est bien là le problème, c'est que du coup, c'était très compliqué d'avoir des processus harmonisés, c'était très compliqué de consolider les informations, puisqu'au moment de les consolider, il y avait toujours un champ, une info qui n'était pas exactement la même entre un site canadien et un site américain. Donc là, leur sujet, ça a été de se dire, bah, refondons et harmonisons nos processus opérations dans une logique de, il faut qu'il y ait 80% de corps modèle sur l'ensemble du groupe, 18% qui peuvent dépendre d'une BU à une autre et 2% qui peuvent dépendre d'une localité à une autre, notamment à cause de problèmes plutôt, je dirais, de réglementation locale. Et nous, donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a fait Wavestone? On est intervenu donc, sur un des streams qui était le stream référentiel produit. On a pris la direction métier de ce stream-là. Et notre objectif a été, avec la dizaine ou quinzaine de personnes du stream, donc, dont l'intégrateur, dont aussi tous les chefs de projet IT de chez Sanofi, et dont aussi pas mal de key users Sanofi, ça a été à travers pas mal d'ateliers de définir le target operating model dans un contexte où ce que la direction programme attendait de nous, c'est qu'on fasse bouger les lignes. Je vais vous expliquer un peu plus dans le détail ce que ça voulait dire que bouger les lignes pour le coup. La méthodologie était assez classique, hein. C'était dans un premier temps de se dire quelles sont les typologies de produits qu'on a dans notre périmètre, produits finis, matières premières, principes actifs, mais aussi tout ce qui était packaging typiquement. Et ça a été de mettre des définitions communes derrière ces produits-là. Et pour le coup, c'était important de le faire puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, que sur un site canadien, ils n'avaient pas du tout les mêmes définitions, notamment des packaging, que ça pouvait être le cas sur des sites français. Donc, on a commencé par là, sur se mettre d'accord sur quelle définition derrière quelle typologie. Et puis ensuite, on a fait la modélisation du référentiel produit, donc avec ces données de base, ces données supply, ces données de planification, ces données de stockage, ces données HSE, ces données de quality management, de controlling, etc. Donc la modélisation de ces données, la liste des 500 attributs, hein, globalement c'était à peu près ça, 500 attributs pour un produit fini. Et surtout, alors, la modélisation des données, je dirais que ça allait assez vite au sens où on partait quand même d'un existant SAP qui est relativement structurant. Ce qui a pris pas mal de temps, c'était plus les écarts de converger quand il y avait des écarts enfin, sur les différentes plaques géographiques. Donc c'était plutôt la convergence qui pouvait prendre du temps. Et ce qui a aussi pris énormément de temps, c'était les règles. Les règles derrière, quand on dit le poids, est-ce que c'est le poids brut, est-ce que c'est le poids net? Donc ça paraît un cas assez trivial, mais au final, il y a des cas qui sont bien plus complexes que ça. Et il y avait besoin à la fois de mettre des définitions derrière chacun des attributs et de préciser quelles étaient les valeurs en fonction des cas, en fonction de selon si c'est matière première, a priori, il n'y a pas de données de vente, sauf dans certains cas où il peut y avoir des ventes d'une usine à une autre. Voilà, donc mettre en place toutes ces règles du jeu qui étaient pour le coup métier, ça a pris énormément de temps. Et pour le coup, là, on s'est positionné, enfin, nous, on n'était pas capable de produire ces règles-là. Donc, l'approche qu'on a prise, c'était plutôt de se dire, on récupère toutes les règles existantes et on met en mouvement les métiers et les différents process métiers pour converger vers ces règles-là, sachant que ces règles-là doivent être complètement encapsulées dans les processus métiers. Donc, par exemple, les données achats, les règles, elles doivent être complètement encapsulées et en ligne avec le processus de procure to pay. Il n'y a pas de scénario où il y a un écart. Donc, comment réduire le risque d'écart? C'est de faire définir les règles par les mêmes personnes qui ont en charge la définition du processus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qui était quand même relativement structurant, on a, je dirais, réingénieré le process de création, de modification, de fin de vie, donc étape après étape, type de produit par type de produit. Quelle est la première étape qui déclenche la création d'un produit, qui intervient tout au long de la chaîne? Et là, pour le coup, je dirais qu'il y a eu une énorme avancée par rapport à l'existant. C'était que jusque-là, dans les étapes de processus, il y avait pas mal, donc il y avait peut-être 15-20 étapes de mémoire pour créer un produit
fini de bout en bout, avec pas mal, je dirais, de rupture de charge. C'est-à-dire qu'on commençait sur un outil de workflow, puis après on passait à du papier, puis ensuite on allait dans le MDM, puis on repassait à du papier. Comme on est dans la pharma, il fallait que tout soit signé pour répondre aux normes GXP typiquement. Et donc, là, on a plutôt pris le parti différent qui est de dire, déjà, on va tout mettre dans l'outil dans le même outil, donc en l'occurrence SAP MDG, et tous les workflows auront lieu dans SAP MDG, ce qui permet d'avoir un tracking aussi bout en bout de où on en est à l'étape du workflow. Est-ce que ça coince? Si oui, qui coince? Et est-ce qu'on peut l'aider? Donc ça, c'était je dirais, le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi qu'on a raccourci considérablement le lead time du cycle de création plus le nombre d'interlocuteurs. Alors pourquoi? L'idée, c'était qu'avant, en fait, il y avait des data stewards qui jouaient un peu le rôle d'assistant de luxe, c'est-à-dire qu'on leur donnait les infos un peu offline dans des fichiers Excel, dans des mails, etc., qui par ailleurs devaient tracer, ou dans des outils de workflow, on va dire, un peu à part. Et les data stewards avaient finalement pour rôle de remplir petit à petit les 500 attributs. 500 attributs, c'est énorme, et pour le coup, ça nécessite franchement une expertise assez forte. Et nous, on s'est dit qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu à positionner les data stewards en petite main. Quand on voit le salaire d'un data steward, ça fait cher la petite main, et par ailleurs, la plupart ont une valeur ajoutée qui peut être bien au-delà que d'être, entre guillemets, une sorte d'assistant de luxe. Donc l'approche qu'on a retenue, c'était plutôt de dire le data steward, il va intervenir beaucoup en amont du processus. Donc en amont du processus, c'est lui qui va créer les données générales, une centaine d'attributs. Et puis ensuite, il va ouvrir la saisie à l'ensemble des experts, experts finance, experts supply, experts warehouse, experts HSE, et chacun vont venir renseigner leurs données. Ils sont experts de ces données-là, donc c'est eux qui vont venir les renseigner selon des règles préétablies. Et donc du coup, ça permet de paralyser l'ensemble de ces étapes-là. Ça permet que le data steward n'ait plus le goulot d'étranglement. Ça permet aussi de responsabiliser et d'autonomiser les métiers. Quelque part, s'ils sont en retard, c'est entre guillemets tant pis pour eux. Et en général, ça permet de bien les responsabiliser sur le process. Et ça permettait vraiment de réduire le lead time de la création. Et du coup, pour outiller tout ça, dans le cadre de ce processus-là, on a dû aussi remettre à plat les rôles du data steward, qui du coup, jusque-là, était plutôt dans un rôle de saisie opérationnelle, qu'il restait un peu pour les données générales, comme je viens de le dire, mais qui, au-delà de ça, avait un rôle plutôt de coaching de proximité. C'est-à-dire que dans les usines, il avait désormais vocation à aller former les personnes du controlling, les personnes de la qualité, à l'utilisation du MDM, à la sensibilisation sur les règles du jeu. C'est aussi lui qui était censé vérifier que les données étaient de bonne qualité, qu'elles étaient renseignées dans le bon tempo. Et donc, du coup, il avait plutôt ce rôle de control tower qui était pour le coup plus gratifiant pour eux. Par contre, on a, avec les RH, travaillé à la formalisation claire de ce rôle, de ce nouveau rôle, et du coup, d'une fiche de poste associée, et de manière aussi à ce qu'il soit légitime dans ce nouveau rôle vis-à-vis des experts qu'ils allaient mettre en musique. Et sur l'aspect gouvernance centrale locale, là, pour le coup, c'était un vaste sujet. Donc, l'idée, c'était de dire, finalement, quand un produit va être produit par une usine, on considère que c'est plutôt à cette usine-là de créer ce produit. Donc, dans l'usine, ils ont en général un data steward qui crée aussi des gammes de fabrication, des nomenclatures. Et donc, lui, il va venir créer le produit. Et puis, tous les experts dont je vous ai parlé, supply, HSE, qualité, ils sont également dans l'usine. Donc, c'est à eux de les créer. Après, on avait dans quelques cas des produits qui étaient multi-usines. Donc dans ces cas-là, il y avait un système de gouvernance un petit peu complexe qui visait à dire ça reste l'usine qui l'a créé la première fois qui reste propriétaire quelque part du produit. Et si une autre usine veut modifier ces données-là, alors la première usine doit vérifier. Et puis après, il y avait des cas de conflit où il pouvait y avoir un arbitrage en centrale via une équipe, je dirais, qui faisait des guidelines data en centrale. Voilà, et puis le dernier point, c'était la performance du référentiel. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de règles pour avoir une meilleure qualité. Je vous ai aussi à l'instant parlé de lead time au niveau du processus. Évidemment, c'est dur d'améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc on avait à cœur de mettre
des mesures et des KPI au cœur du dispositif. Donc c'est ce qu'on a fait du coup en définissant des KPI de qualité de données, mais qui en fait sont assez simples à définir une fois que les règles sont définies. Et puis le lead time, idem. Alors le lead time, c'était relativement compliqué parce on avait beaucoup de mal à définir quelle était la bonne fourchette de création bout en bout d'un produit fini. Donc on s'était donné des fourchettes assez larges pour le coup, en se disant qu'on affinerait avec le temps. Voilà. Par contre, on s'était donné aussi à chaque étape du processus de création, le lead time global en fait était la résultante en bottom-up de lead time étape par étape, c'est-à-dire première étape, le data steward enrichi, il a 10 jours pour aller collecter les infos et le faire. Quand il passe ça aux experts, eux-mêmes ont 10 jours, etc. Donc on faisait une sorte de lead time en mode bottom-up avec des statistiques, etc. Voilà. Donc là, le point clé, c'est digitalisation de l'ensemble des workflows bout en bout. Important, et c'était d'autant plus challenging qu'on était dans un contexte, donc pour ceux qui connaissent la norme GXP, évidemment, on est dans la pharma, c'est très réglementé, donc avec des besoins de signature électronique qui soient certifiés. Donc ça, ce point-là était un peu challenging. Deuxième élément, l'autonomisation des métiers. Ça, c'est un point qui est hyper important, et la responsabilisation, donc ce qui évite d'avoir un data steward ou des data stewards en rouleau d'étranglement. Troisième élément, je vous ai parlé tout à l'heure du projet qui était donc un projet S4HANA, dont la conception et la construction sont faits en mode agile pour le design and build. Donc là, c'était aussi hyper intéressant parce que, par exemple, on n'a pas attendu d'avoir tous les process complets pour commencer à construire. Dès que sur l'aspect création de produits finis, on avait déjà des choses à peu près secs, on commençait à le construire, on faisait des démos. Et puis, du coup, bon, après, les process suivants étaient beaucoup plus simples, ne serait-ce que dans les ateliers, les gens se projetaient beaucoup plus sur comment ça allait se passer dans l'outil. Donc, ça a été un vrai accélérateur pour le coup sur ce projet. J'ai beaucoup parlé, est-ce que vous avez des questions sur ce retour d'expérience? Non, pas particulièrement de questions ou Pas de questions pour le moment. de remarques. Bon, bah, peut-être que les questions vont venir du coup sur le reste de la présentation. Donc là, c'est vrai que je parlais d'un tronc au sens Non, où excusez-moi, finalement, j'ai c'est une vrai que... question. Ah bah, très bien. Très bien. Est-ce que La vous pouvez mise en vous route, présenter, s'il vous plaît, simplement, pardon, oui, qu'on puisse identifier. Je vois pas oui, trop qui Geoffroy parle. Rederstoff, directeur administratif groupe de Hon. Et j'ai le data management dans mes attributions. Le trajet là qui a été mis en place pour cette société, il a pris combien de temps? Alors là, disons qu'entre le début du design et la mise en œuvre opérationnelle, enfin le déploiement, c'était un peu moins d'un an et demi. D'accord. Un peu moins d'un an et demi, du coup c'était ça, ouais, un petit 18 mois pour le premier site pilote, sachant aussi du coup que il y avait toute la partie reprise de données, mise en qualité des données qui est souvent relativement douloureuse, et puis il y avait toute la partie formation, conduite du changement qui était importante, plus évidemment en effet toute la partie de build dans MDG. Donc là, dans ce cas précis, un an et demi. D'accord. Et worldwide. Et worldwide, ouais, ouais, absolument. D'accord. Merci. D'autres questions? Sinon, je vous propose, donc là, on a plutôt vu des projets, on va dire, structurants et au long cours, qui ont plus des bénéfices indirects, hein. Pour le coup, c'est là qu'un référentiel produit, c'est souvent assez difficile de quantifier de façon sonnante et trébuchante le gain derrière. Euh, mais par ailleurs, on a aussi parfois des sujets data plutôt tirés par les cas d'usage. Et pour ça, du coup, je vais laisser la main à Ilem qui va vous présenter du coup le prochain retour d'expérience sur un cas d'usage concret. Ilem, à toi. Merci Yann. Donc pour ce troisième cas d'usage, en fait, on a choisi de vous présenter un retour d'expérience chez un client du secteur pétrole-chimie. Et avant de rentrer directement dans le cas d'usage, peut-être pour donner un petit peu de contexte, ici, le déclencheur du projet a été réglementaire. Donc, en fait, il y a une régulation qui a été émise par l'Organisation maritime internationale
qui a dit que tout produit, tout combustible qui voyage en soute doit avoir une teneur maximale en soufre de 0,5%. Et en fait, ça a eu un fort impact sur les industriels qui reçoivent cette matière première, puisque le soufre, le brut qui a une faible teneur en sulfure, va fortement en fait augmenter la corrosion sur les assets industriels qui sont impliqués dans le processus de raffinerie. Donc l'objectif de ce client, de cet industriel, ça a été de mettre en place un outil pour pouvoir monitorer l'impact sur la dégradation des réservoirs de stockage de brut et de mélange de brut tout au long dans une usine, dans une raffinerie en particulier, sur 2 circuits critiques. Donc sous-jacent à ça, il y a tout un tas de considérations chimiques et de mécanismes de corrosion qu'on ne va pas expliciter ici, qui impliquent la température de distillation, le taux d'acide naphtalique, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt comment en fait on a réussi à valoriser la donnée industrielle pour finalement la rendre disponible et pouvoir faire des modélisations de data science et des prédictions dessus. Donc cette application-là, en fait, elle va reposer sur plusieurs données en entrée. Donc déjà, les données qui caractérisent le brut. Donc on va avoir principalement le taux d'acide naphtalique et le pourcentage de sucre qui sont soit partagés par le fournisseur, soit mesurés directement pendant les tests à réception de la matière première. Et ensuite, on a d'autres données qui vont entrer dans la modélisation du problème, qui sont des données propres au processus de raffinage, donc à savoir la température constatée sur les cuves, dans les colonnes à vapeur, etc. Tous les éléments de métallurgie et l'hydrodynamique qui va venir décrire un peu les vitesses d'écoulement, etc., des fluides dans le circuit. Donc toutes ces informations-là, les dernières, sont des informations qui sont mesurées directement sur la chaîne de production et donc qui vont faire intervenir des composants physiques, des capteurs ou des concentrateurs qui vont permettre de remonter cette information. Ces données-là, elles sont finalement, elles vont passer au travers de l'application et donc d'algorithmes qui vont permettre de faire des prédictions sur 2 indicateurs qui vont nous intéresser. Le premier, c'est d'arriver à prédire l'épaisseur résiduelle sur les cuves. Et le deuxième, c'est de monitorer, de prédire le taux de corrosion journalier estimé sur les 2 circuits critiques de l'usine. Et ces données, pourquoi elles sont intéressantes? Parce que finalement, derrière, au-delà d'être un premier outil de simulation, ça va permettre d'avoir des indicateurs à la prise de décision pour d'autres usages. Typiquement, quels sont les produits bruts qu'on va venir acheter, du coup avec impact sur les choix de fournisseurs et le processus de supply. Ça va permettre aussi d'accélérer les processus d'homologation des nouveaux produits bruts à faible teneur en soufre, et ça va permettre d'avoir un regard sur la maintenance des assets industriels. Donc c'est vraiment pour ces enjeux-là métiers que l'application a été construite. Et donc aujourd'hui, cette application, elle a été construite en 9 mois. Elle est aujourd'hui en production sur une usine en France et continue d'évoluer avec des retours utilisateurs qui sont plutôt positifs. Donc ça, c'est pour le cas d'usage. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à relever ce challenge-là de développer une telle application en 9 mois. Pour nous, il y a 2 facteurs clés de succès qu'on a constatés en travaillant avec eux sur ce projet-là. Le premier, c'est d'un point de vue plutôt technique, c'est de pouvoir mettre en place une plateforme data de bout en bout, une plateforme industrielle de transformation de la donnée qui permet finalement
de maîtriser toute la chaîne, depuis la collecte des données jusqu'à la transformation et puis l'exposition à des applications, sur des applications pour les utilisateurs. Et on le verra tout à l'heure dans le détail, mais cette maîtrise de la plateforme data, elle est clé parce que derrière, ça va permettre c'est un peu la pierre angulaire pour valoriser la donnée industrielle. Et le deuxième facteur clé de succès, c'est de garantir qu'on a en fait les compétences qui permettent de travailler autour de ces projets, parce que ça demande des compétences spécifiques et on le verra dans le détail. Donc juste pour revenir sur un peu les 3 points un peu de difficulté, complexes, on va dire, de mise en place de toute cette chaîne. Quand on arrive sur la partie physique en local sur l'usine, donc il y a un certain nombre de données capteurs qui sont remontées, il y a une diversité de données. Toutes ces données-là, le challenge, c'est d'arriver à les connecter et donc de s'interfacer avec les technologies concentrateurs qui sont parfois des protocoles ouverts, parfois des protocoles propriétaires. Donc il faut déjà réussir à avoir cette première couche-là de collecte des données, et poser l'interopérabilité au sein de l'usine sur les technologies qui sont en place. Et le deuxième aspect, ça va être tout ce qui est autour de comment faciliter l'accès à la donnée d'un point de vue cybersécurité et gestion des accès notamment. Voilà, donc ça c'est sur le travail en local. Ensuite, sur le deuxième point clé de cette architecture, bout en bout, c'est définir les patterns d'ingestion mutualisés. Alors, je m'arrête 2 secondes sur ce mot-là qui peut peut-être être un peu complexe. Pattern d'ingestion, c'est déjà l'ingestion de la donnée. Donc, c'est en gros le pipeline de collecte, transformation de la donnée qui va permettre globalement de transformer une donnée machine incompréhensible par personne à une donnée au bon format, avec les bonnes métadonnées, exploitable par un être humain et par une application. Et donc ces patterns d'ingestion-là, il faut passer un certain temps pour les construire. Il y a une réflexion sur la modélisation de la donnée qui doit être réalisée, donc c'est un prérequis. Et ensuite, derrière, c'est quelles sont les briques applicatives qui me permettent de construire ce pattern-là. Donc aujourd'hui, les choix qui ont été faits dans ce cas précis, c'est d'utiliser les services PaaS du cloud. Et ça permet en fait d'accélérer la mise en place de ces patterns. Puisqu'aujourd'hui, il existe sur les étagères toutes les fonctions qui vont bien, toutes les briques de transformation de données, orientées événements, adaptées au gros volume, etc., etc. Après, le seul frein à ça, ça va être des considérations peut-être économiques pour aller dans le cloud. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tout un tas de services qui ont fait leurs preuves et tout un tas de garde-fous aussi d'un point de vue sécurité de données qui permettent d'utiliser les services. Je ferme la parenthèse sur le sujet cloud. Et le deuxième volet important là-dessus, c'est la mise en place de patterns mutualisés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ces assets-là, on ne les a pas dans une seule usine, on les a dans plusieurs usines au niveau mondial chez ce groupe. Donc ce pattern, il peut être réutilisé. Il peut être réutilisé dans d'autres usines et ça peut permettre de tout simplement reconstruire ce type de cas d'usage ailleurs. Et aujourd'hui, donc, on vous présente ce cas d'usage-là, mais il y a 4 ou 5 autres cas d'usage qui sont en cours de développement, voire déjà en production, qui réutilisent les patterns d'ingestion mutualisés et les plateformes que je vais décrire juste après. Et juste pour la petite histoire, les patterns d'ingestion aujourd'hui sont gérés en centrale par une équipe donc qui opère ces patterns en 24/7 avec une garantie de service. Donc ça simplifie aussi les choses parce que du coup l'acteur industriel ou la nouvelle usine qui doit venir se brancher, elle n'a plus qu'à partager, ouvrir ses données et derrière le pattern est mutualisé pour tout le groupe.
le deuxième volet que vous voyez en grand, c'est la plateforme data. Donc, il y a toute une réflexion qui a été faite autour des composants de cette plateforme data. Donc, les deux outils centraux, c'est évidemment le data lake et l'outil de data catalogue. Le data catalogue qui permet de bien connaître la donnée, avec un dictionnaire, de formaliser ses caractéristiques et nomenclatures, etc. Et de garder la maîtrise sur la qualité de la donnée. Parce que tout ce qu'on vient de se dire sur le cas d'usage et sur la prédiction, en fait, si les données ne sont pas de qualité, si elles sont incomplètes ou si elles sont... si on n'a pas assez de données tout simplement, pas assez de profondeur d'historique, etc., le cas d'usage ne tourne pas, l'algorithme prédictif n'est pas précis, etc., etc. Donc, d'où l'importance de tout stocker en centrale dans un data lake. Et là, aujourd'hui, c'est le vrai accélérateur de ce cas d'usage-là, c'est que ces données sont centralisées, elles sont accessibles au sein du groupe et on peut les utiliser dans des applications métiers. Le seul point là-dessus, c'est qu'effectivement, donc ça permet de traiter un volume de données, c'est un accélérateur technique, mais c'est quand même bien l'usage à chaque fois qui vient motiver l'atterrissage de données dans un data lake ou pas, et c'est vraiment par l'usage qu'il faut penser l'organisation du data lake. Voilà, donc de gros travaux qui ont été réalisés sur le data lake, et après sur la partie exposition, IA, machine learning, business, logique, IT, etc. Tout ça, c'est des compétences de développement qu'on va voir juste après, donc dans le deuxième facteur clé de succès. Je vois que l'heure tourne un peu, Ilem. Voilà, vous avez encore quelques minutes pour terminer le cas, mais si on veut passer un tout petit peu de temps sur la plateforme après. Ouais. Désolé de presser un peu le timing, mais j'avais pas vu l'heure. Pas de souci, Sacha, merci de le rappeler. Merci beaucoup. Donc, le dernier point sur la partie compétences, c'est tout simplement le fait qu'il faut bien avoir en tête que construire une application data science industrielle, ça requiert des compétences spécifiques. Et aujourd'hui, il y a des métiers. Un DataOps, il est plutôt sur la partie traitement, transformation de données. Le MLOps, il est plutôt sur la partie data science. Ils n'ont pas les mêmes opérations au quotidien et ils n'ont pas les mêmes technologies sur lesquelles ils travaillent. Donc voilà. L'objectif, c'est d'arriver à faire travailler les équipes ensemble dans un mode agile, d'accompagner l'expérimentation jusqu'à l'entraînement des algorithmes, etc., et puis la mise en prod. Voilà ce qu'on pouvait à peu près vous partager. Je pense qu'il y aurait encore d'autres sujets, mais c'est un cas d'usage qu'on voulait vous partager, assez concret sur la valorisation de la donnée métier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Non, c'est vrai que c'est passionnant, ça touche tellement Enfin, c'est vraiment à toutes les étapes, la data, donc on pourra en parler des heures. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant comme cas pratique. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on repasse sur la plateforme. C'est le moment, n'hésitez pas. Pas de questions dans le chat. Donc, je vous mettrai les contacts. Voilà, Wavestone en fin de webinaire avec le mail de remerciement. Donc, si vous avez des questions à leur poser directement ou voilà, un besoin particulier, n'hésitez pas. On est également en train de référencer des prestataires sur les différents sujets de la plateforme, donc sur le sujet de data management, voilà, sauf contre-accord de Wavestone, nous vous intégrerons comme prestataire référencé. En plus du lien du webinaire, voilà, vous serez référencé comme prestataire data management sur la plateforme. Ça vous permettra également voilà, d'avoir un point de contact si plus tard vous pensez à un besoin sur un des projets qui a été cité ou d'autres projets qui s'en rapprochent. N'hésitez pas, voilà, vous aurez l'ensemble des contacts Wavestone. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez fini, Ilem ou pas. Désolé. Oui, là, du coup, on avait un autre point à voir, mais vu qu'on est pris par le temps, Vu le temps, voilà, je pense l'essentiel, qu'on vraiment va rapidement l'essentiel, de toute repasser. façon, les planches sont envoyées, donc on peut, nous, de notre côté, Sacha, on peut s'en arrêter là et te laisser la main pour la démo. Très bien. Merci beaucoup, Yann. Donc, je vous montre voilà, rapidement. Donc, hop là. Merci pour le partage. Je reprends la main.
Parfait. Donc voilà, rapidement reprendre donc le numérique et vous. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc sinon c'est tapez simplement www.le-numérique sans accent-et-vous.fr. Donc comme je le disais tout à l'heure, le référencement Google ça va venir, mais comme la plateforme est vraiment flambant neuve, elle est sortie directement de l'usine. Elle est pas encore référencée. Voilà, on a encore notre autre site, l'ancien site Le Numérique et vous, quand on avait fait voilà des séminaires en région et des événements qui est référencé, mais ce site vient de disparaître et a été supplanté par cette plateforme. Donc cette plateforme, elle est disponible pour les adhérents et pour les non-adhérents. Donc les non-adhérents, ils auront vraiment que 10% de la plateforme. C'est vraiment côté produits d'appel, vous aurez des contenus publics tels que l'autodiagnostic ou des témoignages, mais vraiment le gros des contenus, il faut être adhérent. Donc si vous avez perdu vos codes ou que vous n'avez pas à vous reconnecter, n'hésitez pas à envoyer un message. La plateforme, elle se construit comme ceci. Donc vous démarrez avec un test de maturité digitale, donc qui vous permet, typiquement sur le data management, voilà, vous avez vu, vous avez assisté au webinaire, vous posez certaines questions, vous dites est-ce que voilà dans ma société on est au point là-dessus sur mettons les voilà les systèmes d'information ou l'ingénierie et maintenance, enfin voilà, à tous les niveaux il y a du data management. Vous répondez au questionnaire. Donc voilà, quel niveau de partage et de mobilité de vos outils numériques, votre sécurité informatique, comment organisez-vous la sauvegarde de vos données. Vous envoyez et vous allez recevoir directement par mail votre score de maturité ainsi qu'un un document PDF récapitulatif qui vous permet en fait facilement de vous situer par rapport aux autres acteurs de la chimie. Donc aujourd'hui, il y a 120 sociétés, donc grands groupes PME et ETI qui ont répondu et qui nous permet d'avoir un premier panel, donc voilà, qui sera amené à s'étoffer et à se préciser au fur et à mesure des réponses. Mais voilà, vous pouvez voir que, mettons, si vous avez eu 1,80, vous êtes au-dessus de la moyenne, voilà, dans quand même la plupart des axes. Vous pouvez voir voilà, vos faiblesses, vos forces, répondre au questionnaire à la carte, donc selon vos besoins. Si vous avez des besoins en production ou en R&D, vous pouvez simplement répondre à ces deux axes et pas aux autres. C'est vraiment comme vous le voulez, quand vous avez un petit moment. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est 4, 5, 6 questions maximum. Et puis derrière, vous avez accès voilà, à l'ensemble des contenus pour vous former en fonction de votre score. Donc si vous avez un score faible, mettons sur le data management, eh bien vous retournez sur la plateforme et vous descendez sur les formats. Donc vous avez des solutions numériques. Les solutions numériques, en fait, c'est un peu comme ce que Weston, voilà, ce que Yann et Ilem ont présenté aujourd'hui. C'est vraiment des cas concrets, des retours d'expérience concrets dans l'industrie qui sont adaptés à la chimie. C'est pas forcément que des cas chimie, mais ce sont des cas qui peuvent voilà, être reproduits sur la chimie. Donc, suivi de la transformation de matières premières, des optimisations énergétiques d'un site de production de gaz, une planification intégrée. Vous cliquez, mettons, sur planification intégrée, vous avez le cours cas pratique, donc 1 minute 20 du motion design, une voix off qui apparaît. Vous pouvez le regarder, voilà, vous avez l'ensemble des vidéos. Un petit récapitulatif avec un système d'étoiles qui vous permet de savoir où est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée dans votre entreprise. Donc là, c'est supply excellence industrielle. Maintenant, c'est dans une moindre mesure, voilà, nouveau business model voilà, ou plutôt pas, voilà, R&D ou compétences. Une fois que vous avez visionné la vidéo, vous pouvez télécharger une solution numérique complète. Donc, ce sont pour ces formats courts 3 slides avec les compétences, les technologies utilisées, l'écosystème de prestataires ou de consultants voilà, qui peuvent vous aider pour résoudre ces cas d'usage et des vidéos sur le même sujet qui vous permettent d'avoir voilà, dans le même sujet des vidéos qui vous permettent de vous former sur d'autres sujets. Donc, il y a 20 cours cas pratiques comme ça, très concrets. On rentre directement dans le sujet, on a vraiment un pourcentage de gains, compétences, écosystème. Puis derrière, on a des sujets plus fondamentaux voilà, pour se former, qui s'appellent des sujets pour aller plus loin. On en a 10, donc on a le plan industriel et commercial, on a la RFID, l'IoT, l'opérateur industriel connecté. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc, ça va être le data management, donc vous pouvez aller directement voilà, chercher ce qui vous intéresse, le data management. Donc vous avez une vidéo de 6 minutes environ, entre 5 et 6 minutes, qui vous permet de vous former sur le sujet qui reprend les termes du sujet, qui reprend. Je vais aller sur YouTube, ça sera plus simple pour rapidement naviguer dessus, puisque je ne vais pas vous mettre 6 minutes de vidéo, je vois que l'heure tourne. Hop là. Donc vous avez voilà, les enjeux de métier, ça vous permet de rapidement voir en termes de strat, de marketing, de financier, opérationnel, les gains voilà, du data management. Et puis un côté très
là, très pas à pas, comment ça s'articule. Exactement ce qu'ont fait Ilem et Yann aujourd'hui. Donc là, voilà, le fonctionnement, on part de la qualité des données à la gouvernance, les différentes étapes et comment, voilà, les écueils à ne pas commettre, quels sont les enjeux de cohérence, de conformité, d'unicité. Voilà. Vous avez vraiment, vous pouvez piocher à la carte des informations pour vous former sur ces sujets-là. Donc, une fois que vous avez vu cette vidéo, vous avez, comme pour les cas pratiques, pour les solutions numériques, un résumé qui vous permet de savoir facilement, d'avoir des interviews de responsables des opérations, de responsables projets qui témoignent par rapport à ce projet-là, et un module de formation entre 15 et 20 pages qui est plutôt technique, qui rentre vraiment dans le détail et qui vous permet voilà, d'avoir un panorama exhaustif du data management avec vraiment voilà, une approche complète, une approche très, très axée formation. Permettre de monter en compétences dessus, d'identifier vos points forts ou points faibles, et derrière, voilà, de contacter des consultants ou des prestataires qualifiés pour réaliser ce genre de projet. L'idée, c'est qu'en fait, la plateforme, c'est pas une fin en soi. On fait pas ça, voilà, pour faire joli, pour dire qu'on a notre plateforme de la chimie. C'est vraiment vous donner en fait les clés pour vous l'approprier, pour avoir des outils, et derrière contacter cet écosystème pour faire des projets. L'idée, c'est que de manière générale, la chimie monte en compétences sur la transformation numérique, sur des axes sur lesquels le score est encore aujourd'hui faible sur l'autodiag. On l'a vu en termes de maintenance, c'est de l'ordre de 1,30, 1,40. Voilà, dans les grands groupes, c'est plutôt 2. Mais voilà, sur les PME ETI, il y a un vrai levier de croissance dessus. Et c'est pour permettre, voilà, 1, identifier, 2, vous former. Et 3, donc la plateforme est en train d'évoluer. Vous aurez donc dans les prochains mois un onglet dédié, donc un annuaire de prestataires référencés. Donc voilà, nous, on n'a pas réalisé de projet avec eux, mais on vous atteste que voilà, on a déjà fait soit un webinaire avec eux, comme c'est le cas de Weston aujourd'hui, soit qu'ils sont référencés par des partenaires tels que France Num, tels que l'industrie du futur, tels que voilà, les organismes de l'État avec lesquels nous réalisons des opérations communes. Donc, on essaie de vous faire un panorama exhaustif sur l'ensemble des sujets. Après, voilà, ce n'est pas, enfin, on vous donne pas un blanc-seing de tel prestataire est meilleur que tel autre. On vous donne voilà, les clés pour comprendre et pour pouvoir trouver des personnes qualifiées qui font ce genre de projet. Derrière, libre à vous de choisir celles ou ceux que vous considérez comme étant les plus compétents ou sur lesquels vous voulez avoir de plus amples informations. Et j'ai oublié voilà, la troisième partie qui est une partie témoignage. Donc, on est en train de faire un petit tour de France des PME, ETI et des grands groupes de la chimie pour recueillir leurs témoignages vidéo. C'est dans le cadre d'un EDEC numérique. On a fait un partenariat voilà, avec l'EDEC numérique. Et donc, on aura 8 vidéos de témoignages d'entrepreneurs, de directeurs des opérations. On a 2 CEO de TI qui témoignent. On a trois grands groupes de la chimie qui sont en contact avec nous et avec lesquels nous avons des dates de tournage de calés. Donc, la première vidéo se tourne la semaine prochaine et donc sera publiée dans le courant du mois de juillet. Et on publiera progressivement voilà, des vidéos jusqu'au nombre de 8 d'ici à fin décembre. Donc, à chaque fois, nous réaliserons un petit événement de restitution, retour d'expérience par rapport à cette vidéo, à ce qu'on y raconte, les projets qui ont été réalisés par les entrepreneurs, un peu les tips, les conseils, les erreurs à ne pas reproduire et pas à pas comment ils s'y sont pris, est-ce que ça a pris du temps, combien environ ça coûte et est-ce qu'il faut une grosse maturité digitale en amont pour mener à bien ce projet ou est-ce que ce sont des projets vraiment quick step qui peuvent être mis en place rapidement avec un retour sur investissement immédiat. Donc ça sera, voilà, on vous tiendra informé dès que les témoignages seront en ligne. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter votre adresse mail pour rester informé, recevoir l'ensemble des invitations au webinaire ou des actualités sur la chimie, sur ce que nous réalisons chez Franchimie. Sinon, vous pouvez retrouver l'ensemble des événements des actualités, comme le webinaire que nous avons réalisé ce matin sur la section dédiée du site. Voilà, j'essaie d'être le plus synthétique possible et le plus clair par rapport à cette plateforme dont voilà, nous ne sommes pas peu fiers. Nous trouvons que c'est voilà, un bon travail de vulgarisation pour tous les niveaux. Voilà, en fait. C'est vraiment que la PME qui démarre un peu dans la transformation numérique puisse s'y retrouver, tout comme le grand groupe de la chimie qui veut vraiment se perfectionner sur sa R&D ou sur son data management. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les niveaux, des formats courts au format de formation plus long. Donc voilà pour si vous avez de plus amples
des questions, besoin de plus en plus d'informations, n'hésitez pas. Donc, mon adresse est scastani@franchimi.fr, mais je vous ai envoyé un mail de remerciement aujourd'hui avec la présentation et les contacts de Yann, de Ilem, voilà, de Weston, et ainsi que leur présentation et notre présentation et le site de la plateforme. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette plateforme, le numérique et vous. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des suggestions avant de clore le webinaire. Je vois qu'on a un petit peu dépassé, mais bon, on a encore le temps pour une ou deux questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Très, très bien. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, nous allons Bravo. clore ce webinaire. Bravo, c'est Frédéric Gobard-Arquemont. Bravo, Bonjour, ça a l'air très bonjour, bien. monsieur Gobard. On Merci va beaucoup. regarder tout ça. Oui, bonjour, Frédéric Dugas, SNCZ. Oui, je vous félicite également et en effet, je regarderai le site avec attention. Il a l'air très complet et très intéressant. Et dans le cadre d'une PME, en effet, où nous, on est plutôt au début d'une démarche autour de la data, ça peut beaucoup nous aider. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bon à appétit. tous. Merci beaucoup, Merci. merci beaucoup Yann, merci beaucoup Ilem. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai personnellement appris des choses. Voilà, c'est bien de rentrer dans des cas concrets pour se projeter. C'est vrai que la théorie, c'est bien, mais c'est toujours mieux de voir en pratique comment ça fonctionne et comment bien s'y prendre. Donc, je pense que ça intéressera beaucoup d'entre nous Merci. de revoir plus en détail ce cas. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Merci à vous. Au revoir.